Merci beaucoup. Très bien. Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous ici aussi. On m'a demandé effectivement il y a assez longtemps déjà, il y a plusieurs mois, de faire un- enfin, de participer à ce séminaire et de vous parler de l'expérience que j'ai des interventions psychothérapiques au domicile. Et en fait, j'y ai beaucoup pensé, évidemment. J'ai préparé un peu quelque chose à vous dire comme ça. Mais alors, j'avoue que je suis un peu, comment dire, désarçonné par quelque chose, c'est que le titre exact de cette séquence-là, c'est thérapie au domicile, alors que moi, j'avais toujours entendu, sinon lu, psychothérapie au domicile. Et j'avoue que du coup, je vais plutôt vous parler de psychothérapie au domicile, en sachant que peut-être dans notre domaine, le mot de thérapie au domicile pourrait s'apparenter. On dit d'ailleurs de temps en temps, il y a des gens qui disent de temps en temps, d'une façon qu'on pourrait presque dire pudique, ils disent je fais une thérapie plutôt qu'une psychothérapie. Donc au fond, peut-être que les mots peuvent être plus ou moins interchangeables, en tout cas aujourd'hui, mais bon, quoi qu'il en soit, moi je voulais vous dire que j'avais réfléchi à partir du mot psychothérapie, et c'est de ce mot-là, évidemment, que je partirais pour vous donner un peu quelques éléments qui, j'espère, vous seront utiles pour penser quelque chose justement de l'intervention au domicile. Alors, s'agissant donc de ce mot de psychothérapie, ce que je pourrais vous en dire déjà pour commencer, évidemment, c'est que, enfin, comme sans doute vous êtes nombreux à le savoir, c'est un mot qui raconte quelque chose qui relève du soin, on pourrait dire du psychisme, en sachant, alors le mot date peut-être du milieu du 19e siècle. Il y a un moment où il y a un psychiatre anglais qui dit on pourrait peut-être parler de psychothérapie, mais en se référant notamment à des pratiques très anciennes et en faisant peut-être allusion au temple d'Épidore que certains connaissent peut-être et dans lequel le haut temple d'Hippocrate, pardonnez-moi, qui est à Kos et que certains connaissent peut-être à l'île de Kos et dans lequel il y a une salle qui serait enfin, dans laquelle Hippocrate recommandait, quand on arrivait pour faire soigner ses maux, d'accéder, si je puis dire, à une salle qui pourrait s'appeler aujourd'hui une salle de méditation, hein, quelque chose qui serait de l'ordre, si je puis dire, de penser ses difficultés. Et donc, ce psychiatre anglais du 19e siècle disait, j'ai oublié son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'avais peut-être noté quelque part. Oui, c'est ça, c'est Dandy. Et donc, ce psychiatre anglais disait, donc en faisant allusion à ça, en se référant à ça, qu'il y avait peut-être une possibilité, effectivement, d'agir sur le psychisme. Euh, et il employait un mot qui ressemblait probablement, enfin qui s'apparentait d'une certaine façon, qui était un mot anglais, le mot anglais de thérapie du psychisme. Enfin, c'était pas tout à fait psychothérapie. Le mot psychothérapie officiellement apparaît, je crois, dans un livre de Bernheim qui date du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe, qui était à Nancy. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait, le titre du livre, c'est Hypnose, suggestion, psychothérapie. Et donc, vous voyez que effectivement, là, il y a quelque chose comme ça qui est peut-être un peu, comment dire, déjà suggéré, c'est-à-dire que euh, si la psychothérapie est une thérapie de l'esprit, elle n'est ni une hypnose, ni une suggestion. Elle est d'un autre registre. Et donc, peut-être que c'est effectivement intéressant, d'une certaine façon, de penser avec cela. Alors, s'agissant toujours de la psychothérapie, ce que je me suis dit aussi, c'est que, au fond, et ça a sans doute une certaine importance également, au fond, si l'on prend le mot de radiothérapie ou le mot de chimiothérapie, ou d'autres mots, peu importe, qui comportent kinésithérapie, enfin bref, tous les mots que vous voulez qui comportent comme ça ce suffixe de thérapie,
On pourrait se dire que psychothérapie renvoie donc non pas à l'objet sur lequel il travaille, mais plutôt à l'outil avec lequel la thérapie fonctionne. Autrement dit, la psychothérapie met en jeu quelque chose du psychisme de celui qui est psychothérapeute. En tout cas, si on imagine les choses de cette façon-là et si on part finalement de ce que tout de même les mots ont un sens et leur usage et l'organisation de leur usage est, comment dire, validée au fur et à mesure. Et donc on peut penser que, en effet, ce qui est en jeu dans la psychothérapie, d'une certaine façon, ça n'est pas d'accéder, ou pas seulement d'accéder, au psychisme de l'autre, mais c'est aussi de mobiliser quelque chose de son propre psychisme. J'y insiste un peu parce que, évidemment, comme vous l'imaginez, ça a quand même une certaine importance. Donc, s'agissant de la définition de la psychothérapie, on pourrait presque se dire, d'ailleurs, quand on regarde un peu des définitions là où on peut les trouver, c'est-à-dire dans des dictionnaires, bien sûr, ou dans des encyclopédies, on est frappé de voir que finalement la définition est un peu molle. Il s'agit toujours effectivement d'un travail euh, psychique sur le psychisme ou d'un travail avec le psychisme, comme je vous le disais, sur le psychisme des gens. Alors, bon, pourquoi pas penser que la mollesse, entre guillemets, de cette définition n'empêche pas une rigueur dans l'usage, bien sûr, hein, ça va sans dire. Il y a un certain nombre de choses. Et on pourrait même peut-être dire, et d'ailleurs j'insisterai un peu là-dessus, que précisément le mot psychothérapie est suffisamment vague pour, je dirais presque, imposer une définition assez précise non seulement de son usage, mais même, on pourrait dire, du commerce avec lequel on va l'instituer, si je puis dire, dans la relation avec un patient. Il va sans dire, enfin, ou avec une personne, il va sans dire que, certes, ce mot psychothérapie, bah, finalement, chacun en a une intuition, comprend un peu quelque chose, mais en même temps, il est finalement extrêmement large. Et vous savez aujourd'hui que il y a, je sais pas, moi j'ai lu par exemple qu'on pouvait imaginer qu'il y avait plus de 300 psychothérapies différentes. Donc effectivement, on imagine que le mot est extraordinairement large, mais justement, peut-être que je dirais comment dire, la grande incertitude qui pèse sur la définition de ce mot impose peut-être aux psychothérapeutes, c'est un point sur lequel évidemment on reviendra aussi aujourd'hui, impose aux psychothérapeutes précisément non seulement d'être au clair avec ce qu'il fait lui-même, c'est une condition éthique, mais aussi de définir avec le patient qui va voir ce qu'il compte faire avec lui. Et ça, ce point est extrêmement important puisque de la même façon que j'avais lu psychothérapie au lieu de thérapie dans le programme du jour pour lequel j'ai commencé, enfin, j'avais commencé à travailler, je n'ai pas lu non plus personnes âgées. Enfin, je savais évidemment que c'était dans le cadre du séminaire d'une personne âgée, mais pour le coup, j'ai considéré que nous allions parler de psychothérapie au domicile de personnes âgées. Et donc, je reviens à ce que je disais et à l'exigence qu'on peut avoir sur ce que l'on fait avec un patient. Il s'agit évidemment, à chaque fois qu'on va voir un patient, et je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure, à chaque fois qu'on va voir un patient âgé à son domicile, de lui dire ce que l'on vient faire. Bien entendu, c'est absolument essentiel, et de lui dire d'une certaine manière avec quel projet on se rend d'une certaine façon chez lui, puisque, comme vous l'imaginez bien, le patient que vous allez voir, je vais l'appeler le patient, mais on pourrait parfaitement l'appeler la personne que vous allez voir, à l'instant où vous sonnez à la porte, euh, se dit déjà quelque chose, peut-être même avant de vous avoir vu, se dit quelque chose, non pas de vous, non pas de lui-même, ah, décidément, non pas de vous en tant que vous sonnez à la porte, mais de lui-même, c'est-à-dire qu'il se dit que si on sonne chez lui, c'est peut-être que justement, il est dans l'incapacité, si je puis dire,
d'en sortir de chez lui. Ou alors, au contraire, il se dit peut-être que ça tombe bien et qu'il a autre chose à faire que d'aller traîner à droite, à gauche. Peu importe. En tout cas, le travail commence, on pourrait presque dire, au moment où, alors, s'il vous attend, et on verra comment on peut faire pour que justement il vous attende par ailleurs, mais le travail commence vraiment au moment où vous sonnez à la porte, c'est-à-dire avant même, d'une certaine façon, que vous ayez déjà été vu ou rencontré. Alors, ça, c'est un point qui est très important parce que, évidemment, comme vous l'imaginez, la question du cadre va se décliner par la suite, c'est-à-dire la question des références, des appuis sur lesquels on peut travailler quand on va voir quelqu'un au domicile. Mais avant cela, il y a encore deux ou trois choses qu'il faut peut-être préciser. La première chose, donc je vous ai donné une espèce de définition brève, mais enfin bon, peu importe, en insistant encore une fois sur la façon avec laquelle, si je puis dire, elle s'était constituée. La première chose, finalement, c'est, je dirais presque le champ de la psychothérapie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce qu'on vient faire? Alors, c'est une question qui est essentielle parce qu'évidemment, il faut quand même s'entendre, comme je vous le disais tout à l'heure, et je ne vais faire qu'insister là-dessus, s'entendre sur ce que l'on vient faire avec la personne qu'on vient rencontrer. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient faire? Est-ce que ça veut dire qu'on vient, d'une certaine façon, traiter un symptôme? Pourquoi pas? Un trouble du comportement, une agitation, un syndrome persécutif, le sentiment, une phobie des chutes, le sentiment que, ou même une histoire récente de chute, le sentiment du confinement au domicile, le sentiment de l'isolement. Enfin bref, vous savez bien toutes ces paroles avec lesquelles des patients âgés, d'une certaine façon, peuvent se retrouver à leur domicile et peuvent surtout peut-être commencer à parler de quelque chose avec lequel ou autour duquel on pourrait un peu s'entendre. C'est-à-dire qu'au fond, euh, pourrait se dire que, bon, on va faire psychothérapie pour essayer de, encore une fois, traiter un symptôme, c'est-à-dire pour essayer de ramener quelqu'un, si je puis dire, dans le champ de la norme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle place ça accorde justement aux symptômes de faire ça? Sans doute, est-ce qu'on y reviendra aussi avec les exemples que je vais vous donner? Parce qu'au fond, bah, vous l'ignorez pas, il y a un certain nombre de patients, même tous les patients d'ailleurs, qui finalement ont un usage, si je puis dire, de leurs symptômes et même plus généralement d'ailleurs de leur corps, hein, au domicile, qui est évidemment, peut-être, qui peut raconter évidemment toutes sortes de choses. Je pense par exemple aux patients qu'on peut retrouver dans une situation un peu d'incurie ou aux patients qui sont dans des situations comment dire, de grande fragilité somatique et qui peut-être d'une certaine façon attendent la venue de quelqu'un qui simplement attestera de leur fragilité et autrement dit, attester de la fragilité, ça ne veut pas dire corriger la fragilité forcément. Ça peut vouloir dire simplement, d'une certaine façon, je vous attends parce que je suis dans un état de délabrement tel, ou peu importe d'ailleurs, dans un état tel que je voudrais quelqu'un avec qui en parler. Bon, dans l'espoir peut-être de quelque chose qui puisse évoluer. Alors, du symptôme à un trouble particulier, on peut aussi évidemment imaginer qu'on se rend au domicile parce que le patient trouble l'équilibre de la maison dans laquelle il est. Et à ce moment-là, c'est pas vraiment le patient qui a fait la demande, c'est la famille, par exemple, c'est un des enfants, c'est éventuellement même parfois un visiteur social j'allais dire dans les bons cas, mais il ne faudrait pas le dire tout à fait comme ça, mais je trouve en tout cas que si de temps en temps des travailleurs sociaux peuvent avoir l'idée, et ils l'ont hein, d'ailleurs, peuvent avoir l'idée de penser qu'il faudrait que quelqu'un vienne régulièrement
je dirais entre guillemets, faire psychothérapie, c'est-à-dire faire présence, d'une certaine façon, au domicile de quelqu'un. S'ils peuvent penser qu'effectivement, ce qui est en jeu, d'une certaine manière, c'est pas de régler la circulation entre le lit et la salle de bain, ou de, encore que, bien entendu, ou de régler les approvisionnements alimentaires, encore que, c'est important aussi, ça va sans dire, mais c'est aussi de régler la possibilité, si je puis dire, que ces patients, d'une certaine façon, aient un interlocuteur, eh ben, au fond, c'est peut-être une bonne chose. Et vous voyez, d'ailleurs, je glisse déjà en vous disant qu'au fond, peut-être que la psychothérapie au domicile, ça consisterait à faire l'interlocuteur. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qu'il faudrait penser, mais je peux le dire maintenant, alors que j'ai énoncé avant, évidemment, deux fondamentaux essentiels de cette intervention, qui sont le cadre sur lequel on va encore revenir et l'éthique de la personne, évidemment, qui se rend au domicile. Alors, du trouble sur le voisinage, du trouble dans la salubrité de l'immeuble, du trouble dans euh, comment dire, l'équilibre ou le dysfonctionnement ou le déséquilibre de la famille au fonctionnement du sujet lui-même, au fonctionnement de la personne qui est, comment dire, qui fait l'objet, entre guillemets, de la psychothérapie. Et bien évidemment, il n'y a qu'un pas. Et sans doute, est-ce que, effectivement, une des choses qui consiste à intervenir, ou plutôt un des ressorts pour l'intervention, est celui de convertir, d'une certaine façon, le trouble en quelque chose qui raconterait le fonctionnement d'un individu. Et là, il y a un point extrêmement important à repérer parce qu'il ne s'agit pas du fonctionnement, si je puis dire, comme on l'observe dans les thérapies qu'on fait avec des adultes, même avec des personnes âgées d'ailleurs, mais enfin bref, qui s'engagent dans une thérapie, qui viennent par exemple et qui disent, bon, voilà, je voudrais travailler, je voudrais venir régulièrement vous voir parce que je sens que je ne fonctionne pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose que je reproduis, que je répète, etc., etc. Enfin bref, on n'est pas tout à fait là-dedans, dans le cadre d'une thérapie au domicile, mais il y a quand même quelque chose du fonctionnement à un moment donné qu'il va falloir qu'on interroge. Et cette question du fonctionnement, elle est référée, évidemment, non pas à l'organisation, je dirais, conflictuelle du sujet, c'est-à-dire à sa possibilité d'élaboration, à ce qui fait qu'il est pris éventuellement dans un dispositif névrotique, à son souci, si je puis dire, de vivre avec son ambivalence, ou au contraire de ne plus vivre avec son ambivalence, avec l'émergence d'angoisse qui vient d'une certaine façon colmater quelque chose d'impensable pour lui jusque-là, enfin peu importe tout ce que l'on connaît de la psychothérapie, évidemment, évidemment, n'est pas en jeu forcément dans la psychothérapie au domicile d'une personne âgée. En tout cas, pas cette élaboration-là et pas ce niveau d'élaboration-là, ou pas dans un premier temps. Ce qui est en jeu, et je reviens au mot fonctionnement que j'employais tout à l'heure, ce qui est en jeu, c'est le fonctionnement actuel, stricto sensu actuel, c'est-à-dire le rapport qu'a un individu à l'instant, au monde, à sa réalité, à sa dépendance, à son corps, éventuellement à son histoire, enfin pas éventuellement, c'est extrêmement important, mais bon, à son histoire, et j'allais dire plutôt éventuellement à son entourage, mais c'est assez frappant de voir que de temps en temps, finalement, la question de l'entourage ne vient, et je vous donnerai quelques exemples aussi, que métaphoriquement. C'est-à-dire que finalement, les choses ne sont pas désignées d'une façon aussi spécifique que ça. Bon, quoi qu'il en soit, euh, vous avez bien compris que finalement, ce dont j'ai parlé, c'est du champ de la psychothérapie, en passant de la question, je dirais, du symptôme à celle du fonctionnement, en voyant que peut-être la question
du trouble ou d'un trouble ou de ce qui fait trouble peut évidemment nouer ses affaires et pour en arriver, comme je vous le disais, à la situation actuelle. Et j'insiste un peu sur cette question de la situation actuelle pour vous dire que il me semble, après avoir travaillé comment dire, longtemps finalement avec donc à la fois avec des personnes âgées et puis ensuite plus récemment là pendant une dizaine d'années auprès d'adultes jeunes, il me semble quand même que il y a un moment donné où le meilleur service qu'on puisse rendre à une personne âgée, ça n'est pas de comment dire de l'amener à un repérage de sa conflictualité interne, mais c'est plutôt de l'amener de sa conflictualité interne ou externe, peu importe. Enfin bref, vous voyez bien qu'il s'agit toujours, si je puis dire, chez un adulte, d'écouter pourquoi ça fonctionne pas avec son conjoint ou sa conjointe à son travail, etc. Pourquoi l'angoisse, enfin bref, tout ce qui peut faire conflit pour un individu. Eh bien, là, il y a un sujet chez la personne âgée qui s'estompe au profit d'une autre question qui est, me semble-t-il, beaucoup, beaucoup plus importante, qui est celle de la mise en récit. La mise en récit d'un individu, c'est-à-dire finalement la permanence de son identité. La permanence, je dirais à la fois de son histoire, de ce qui le constitue, et pourquoi pas de ses conflits, mais de façon, je dirais presque latérale. La permanence, finalement, de ce qui fait qu'il a traversé le monde. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que si on comprend bien ça, assez facilement, d'une certaine manière, on peut, je dirais, faire alliance avec la personne qu'on va rencontrer. Et cette alliance, si vous voulez, c'est, je dirais, le premier terme d'une certaine façon de ce que j'appelais le cadre tout à l'heure. Hein. Je disais, c'est très important, si je puis dire, à la fois être référé à quelque chose que l'on sait de soi-même, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on est capable de faire, etc. Et puis aussi d'être référé à ce qui fait, je dirais, le contrat qu'on va établir avec une personne qu'on vient voir. Eh bien, ce contrat, son objectif, c'est d'une certaine manière l'alliance, c'est-à-dire c'est établir finalement non seulement la confiance, mais d'établir chez la personne qu'on va voir la conviction que cette personne se dira que bah finalement elle a trouvé quelqu'un à qui parler. On pourrait le résumer comme ça, mais croyez-moi, quand on trouve quelqu'un à qui parler, on s'en prive pas. Et c'est extrêmement important, d'une certaine façon, de dire les choses aussi simplement que ça, de s'attacher à représenter celui ou celle à qui on pourra parler. Et à qui on pourra parler, non pas, encore une fois, de ces conflits, quoi qu'ils viendront, de surcroît, bien entendu, de ces histoires, de ces doutes, de ces angoisses, pourquoi pas, mais surtout à qui on pourra parler de son histoire. Autrement dit, c'est essentiel d'établir un cadre dans lequel, effectivement, non seulement les gens se sentent ou les personnes se sentent suffisamment en confiance pour dire ce qui leur traverse l'esprit. D'ailleurs, c'est ça la consigne, si tant est qu'il y a une consigne. C'est tiens, de quoi est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui? Moi, je suis très frappé au cabinet, par exemple, où je vois évidemment des patients en thérapie. Au passage, d'ailleurs, si je me réfère beaucoup à la psychanalyse dans ma pratique, j'ai pas du tout, enfin dans ma pratique, oui, dans ma pratique et dans ma façon de penser, j'ai pas une pratique psychanalytique, c'est-à-dire que je reçois pas de patients allongés. Bon, mais peu importe. Je reviens donc, j'ai même parfois bon voilà, un questionnement à ce sujet-là. Mais peu importe. Je reviens donc le fait que nous soyons
en relation ou au contact comme ça. Nous voilà au contact de quelqu'un. Et alors, ce que je vous disais, c'est que régulièrement, les gens qui viennent me voir à mon cabinet, enfin pas tous, loin de là, mais un certain nombre ils me disent, ah, je sais pas par quoi commencer. Hein, c'est très fréquent d'entendre ça. Je sais pas par quoi commencer. Bon, alors, c'est d'autant plus paradoxal qu'ils ont déjà commencé, puisqu'ils ont dit, je ne sais pas par quoi commencer. Mais au-delà de ça, c'est vrai que probablement, est-ce que c'est l'occasion de répéter, de rappeler que ben, on commence avec ce qui vient, avec ce qui est là, aussi banalement que ça. Qu'est-ce que c'est qui vous vient comme ça à l'esprit? Tiens, vous m'avez parlé de ceci ou vous m'avez parlé de cela. Eh bien voilà, c'est tout simple. Alors évidemment, souvent, ce qui commence, je suis dans le cadre du cabinet, j'insiste bien parce que vous allez voir que ça renvoie à quelque chose du domicile. Souvent, ce qui commence, d'une certaine façon, c'est, tiens, vous avez un nouveau fauteuil, tiens, la chaise n'était pas rangée comme ça, tiens, enfin, peu importe, un commentaire d'une certaine façon sur votre... Après qu'il y ait eu un je sais pas quoi dire, ou même à la place du je sais pas par où commencer, ou j'ai aussi, enfin, nous avons tous aussi de temps en temps quelqu'un qui dit, ah, j'ai oublié de relire mes notes. Hein, vous savez, souvent les gens, hein, bon. Euh, En fait, on apprend comme ça que les gens, en sortant de leur séance, ils écrivent quelque chose, ils prennent des notes, ils écrivent quelque chose. Et alors, oubliant aussi d'ailleurs qu'en fait, le travail se fait pas seulement dans ce qu'ils écrivent, si je puis dire, d'après la séance, mais aussi dans ce qu'ils vont rêver. Et alors, à ce moment-là, pourquoi pas dans ce qu'ils pourraient écrire de leurs rêves. Enfin bref, peu importe. Tout ça pour vous dire que, évidemment, tous ces artefacts-là, toutes ces questions ne sont pas présentes quand on est au domicile. Ou alors, si on arrive à une situation où quelqu'un vous dit, je sais pas par où commencer, alors là, bingo, parce que ça veut vraiment, vraiment dire qu'on est en plein dans la psychothérapie, si j'ose dire. Que vraiment le patient que vous allez voir, la personne que vous allez voir, s'identifie totalement au fait que d'un seul coup, son domicile est une abstraction et qu'il est maintenant dans le cadre stricto sensu d'une relation psychothérapique. C'est une situation qui est quand même assez rare, qui peut surgir de temps en temps. Je vous raconterai deux situations où je l'ai vu surgir, mais qui est quand même une situation qui est relativement rare. Dans l'ensemble, les gens s'assoient et puis attendent. Et alors, enfin, s'assoient ou retrouvent leur place et puis attendent. Et puis alors, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, évidemment, c'est que progressivement, il s'appuie d'une certaine façon sur ce qui a pu être un petit rituel de démarrage, quelque chose qui est parfois un petit énoncé qui justement raconte ce qui a été consommé la veille, ce qu'on a fait depuis la visite précédente, ou alors un appel qu'on a reçu, ou alors, enfin bref, un petit quelque chose du quotidien. Ben, tout ça vaut, bien entendu, c'est très important. Je vous ai dit que l'objectif, à la fin, c'est la mise en récit de quelque chose, mais il faut bien s'arrimer quelque part. Donc c'est très important. Et j'ajouterais que ceci, la qualité, si je puis dire, de la façon avec laquelle justement le propos d'une personne s'arrime, tient au cadre que vous avez institué. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que le cadre qui est institué, c'est à la fois un temps et un lieu. Alors le temps, eh bien le temps, moi j'ai coutume de dire que, et je vous assure que je m'y tiens vraiment, j'ai coutume de dire que quand j'arrive chez quelqu'un pour faire un travail au domicile avec lui, je sonne à l'heure exacte sur mon téléphone à laquelle j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous à 11 heures, j'arrive à 11 heures moins 10, je vais boire un café en bas, au café du coin, et je me pointe à 10h59 et j'attends 11 heures pour sonner sur l'interphone. Jamais je ne suis en retard et jamais je ne suis en avance. Et je pense que ce point est extrêmement important, sans doute est ce qui fait écho quand même à ma rigidité personnelle, mais malgré tout, je pense que ce point est très important parce que c'est celui-là qui constitue à la fois le cadre et l'attente.
C'est impossible de dire je viendrai vous voir mardi après-midi. Je pense que ça n'a pas de sens. C'est mettre la personne dans une situation de dépendance incroyable. Qu'est-ce qu'on imagine? Qui va vous attendre toute l'après-midi? Ou qui va, comment dire, se rendre disponible toute l'après-midi? Ou même que bah, vous considérez que comme il est chez lui puis qu'il n'en sort pas, bah, peu importe l'heure à laquelle vous passez. Eh bien non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un contrat. Et ce contrat, c'est que vous vous référez d'une certaine manière à quelque chose qui est effectivement un rendez-vous, un engagement à être là à tel moment. C'est un point qui est, à mon avis, extrêmement important et qui, en tout cas, est à l'opposé, si je puis dire, d'un discours élargi qui dirait je passerai à tel moment. Je dois même vous dire que je pense qu'il y a des infirmières de soins qui viennent pour prendre l'attention, hein, qui passent tous les jours à la même heure et qui, à mon avis, font plus acte de psychothérapie qu'une infirmière qui dirait je viendrai vous voir la semaine prochaine, etc. Et puis je viendrai à telle heure, et puis qui se pointe parfois même avec un collègue ou une collègue, enfin bref, et qui arrive, on pourrait presque dire comme si elle était chez elle. Il n'y a que chez soi qu'on rentre à l'heure qu'on veut. Or là, justement, il s'agit d'aller chez un autre. Donc ce point est, à mon avis, enfin extrêmement important. Bon, je ne pense pas qu'il s'agisse d'être à la minute près, mais moi, c'est comme ça que je me soutiens, avec mon téléphone, en me disant toc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je vous ai dit le temps, et le deuxième point, évidemment, c'est le lieu. C'est-à-dire que je pense que quand on rentre au domicile de quelqu'un, très rapidement, il faut évaluer l'endroit où on va se tenir, et qu'il faut se tenir à cet endroit où on va se tenir. C'est-à-dire que quand on revient, il faut se remettre à la même place. Alors, c'est pas facile. Il faut savoir un peu ce qu'on fait. Et puis, de temps en temps, il faut savoir aussi renoncer à des propositions. Vous voulez un café, ah mais il est là-bas, ça ne vous ennuie pas d'aller le chercher, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller le chercher, mais loin de là. Mais ça veut dire que de temps en temps, effectivement, peut-être que le patient, de la même façon que il vous parlerait de vous si vous étiez au cabinet, si je puis dire, c'est-à-dire que finalement, il témoignerait à la fois de sa résistance à penser quelque chose et aussi de son attachement pour vous, ce qui est une autre forme de résistance, ce patient, eh bien, peut-être que effectivement, dans un mouvement où il vous propose d'aller dans sa bibliothèque chercher quelque chose, où il vous propose de venir dans sa chambre pour faire ceci ou cela, où il vous propose, enfin bref, tout ce que vous avez connu, imaginé ou pensé, enfin bref, tout ce que vous avez eu à croiser, eh bien, tout ça. Peut-être que justement, il faut essayer d'une certaine façon de le neutraliser le plus possible et de considérer qu'il y a tout de même une unité de lieu, c'est-à-dire cet endroit, d'une certaine façon, où vous tiendriez. Vous n'auriez pas idée, si vous étiez dans un cabinet ou dans un bureau chez vous, enfin peu importe, de vous mettre à des places différentes au fur et à mesure que les gens viennent vous voir. Au fond, vous avez un bureau qui vous assigne à une place un fauteuil, etc. Et finalement, vous vous retrouvez un peu toujours au même endroit. Ben, je pense que, au domicile, il y a quelque chose qu'il faut essayer de recréer comme ça. Il me semble que c'est assez important. Et je dirais que j'ai à peu près fini sur la question du mot psychothérapie, et c'est le moment de glisser sur le mot domicile. Je dirais que cette question du domicile, elle est particulièrement intéressante chez le sujet âgé, chez la personne âgée. Parce que, au fond, c'est quoi le domicile d'une personne âgée, ou plutôt c'est quoi le domicile dans lequel on intervient? Puisque, évidemment, il y a le domicile, on va chez les gens, bien entendu, il y a des équipes mobiles, etc. Il y a des VAD, d'équipes de secteur, il y a, enfin bref, toutes sortes de choses. Mais on va aussi, de temps en temps, dans des résidences et dans des établissements d'hébergement. Et les établissements d'hébergement, c'est le domicile. Donc, quand on va voir quelqu'un dans un EHPAD, est-ce qu'on fait de la psychothérapie au domicile ou est-ce qu'on fait de la psychothérapie en institution?
Voilà une question qui est quand même très très importante. Et quand on va voir quelqu'un qui est dans un moyen séjour ou dans un long séjour, oui, dans un moyen séjour ou dans un dispositif de prise en charge transitoire, est-ce qu'on fait de la psychothérapie de liaison ou est-ce qu'on fait de la psychothérapie au domicile ou est-ce qu'on fait de la psychothérapie en institution? Et puis j'ajouterais même que chez les adultes jeunes, il y a un dispositif particulier qui est ce que l'on appelle les foyers de post-cure ou les foyers d'hébergement. Peut-être est-ce que vous connaissez ça. Et ces foyers d'hébergement, eh bien, ce sont des lieux où l'hébergement lui-même sert de médium pour faire le soin du patient. C'est-à-dire que l'hébergement est la manière avec laquelle, est la condition, l'hébergement de ces adultes jeunes, et jeunes ou un peu moins jeunes, mais en tout cas par traité, enfin pas les hébergements, c'est pas le même mot hébergement que le mot hébergement de l'EHPAD. L'hébergement du foyer de post-cure ou du foyer d'hébergement est la condition par laquelle on arrive à accéder au patient et éventuellement à lui faire la proposition d'une évolution, si je puis dire, dans ce qu'il est, avec l'espoir qu'éventuellement, eh bien, peut-être il pourra même avoir un domicile à lui. Alors, c'est parfois un appartement thérapeutique pour des adultes jeunes, ou alors c'est, pourquoi pas, des appartements associatifs, ou alors c'est même, pourquoi pas, des logements autonomes avec un bailleur. Enfin bref, ceux qui s'occupent d'adultes, de psychiatrie de l'adulte, qui s'en sont occupés, connaissent tout ça, bien sûr. Et vous voyez bien qu'il y a là, je fais un détour par là pour vous dire qu'il y a là quelque chose de très important qui est que la question de l'hébergement, bien entendu, n'est pas fixée d'une façon aussi précise que ça. C'est-à-dire que, encore une fois, l'hébergement, de temps en temps, c'est le domicile de quelqu'un, mais de temps en temps, c'est la contrainte, si je puis dire, ou de temps en temps, c'est un hébergement, on pourrait presque dire, accepté, admis par le patient. Il y a beaucoup de gens qui sont en EHPAD, par exemple, qui sont tout à fait satisfaits d'être en hébergement, enfin d'être en EHPAD. Et donc, évidemment, eh ben, c'est considéré comme étant un peu leur chez eux. C'est d'ailleurs très frappant de voir dans les EHPAD la façon avec laquelle chacun investit sa chambre. Et cet investissement, alors bien sûr, il pourrait être seulement lié au degré de déficit, ou alors au degré d'implication de la famille, mais je ne crois pas seulement. Je pense qu'il est lié aussi à la manière avec laquelle justement les patients entendent signifier qu'ils sont chez eux ou n'entendent pas signifier qu'ils sont chez eux, mais qu'ils sont seulement ici en transit ou dans des conditions, je dirais, d'hébergement provisoire, même si malheureusement c'est un provisoire qui va durer. Enfin bref, je pense qu'il faut être assez attentif, évidemment, à la façon avec laquelle on trouve sa place et vous commencez, j'espère, à entendre mon propos, c'est-à-dire à vous dire qu'au fond, trouver sa place, ça veut dire aussi penser quelque chose du lieu dans lequel on est admis, du lieu dans lequel on arrive, c'est-à-dire s'en représenter quelque chose. Souvent, on entend dire des gens qui vont au domicile que c'est vraiment bien parce que ça permet de comprendre comment les gens vivent. Eh ben, oui, c'est pas faux, c'est même évidemment c'est assez juste, mais à condition de faire quelque chose de cette compréhension. C'est-à-dire que effectivement, ça permet probablement de repérer quelque chose, mais sans doute est-ce qu'il faut convertir sa curiosité, si je puis dire, en une, comment dire, compréhension un peu plus fine de la situation, c'est-à-dire dans quelque chose qui identifierait peut-être, non pas forcément simplement le besoin de ce patient, en tout cas le besoin de vous, pas forcément, mais qui identifierait la façon avec laquelle un patient trouve son équilibre. Un exemple m'est venu récemment. Je suis allé voir une dame qui avait ce qu'on pourrait, d'une certaine façon, appeler un Diogène, pourquoi pas, euh, au sens où elle avait vraiment une multitude d'objets chez elle et que c'était très très difficile de cheminer entre tous les objets pour aller s'asseoir avec elle
et pour commencer à échanger. Et en réalité, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un Diogène d'accumulation, c'était plutôt un Diogène de répétition. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas des objets qu'elle accumule et qu'elle entasse, elle a des choses, des objets qu'elle répète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a 35 tubes de dentifrice dans sa salle de bain, de la même marque, empilés les uns au-dessus des autres. Et à côté de ça, elle a 35 aussi tubes de Labello. Et à côté de ça, elle a, quand on va dans son séjour, des petites figurines, vous savez, asiatiques, des petits Bouddhas, par exemple, tous identiques. Au mur, des calendriers, tous de l'année 2026. Il y a comme ça quelque chose, et puis parfois peut-être 2024 ou 2025, mais en attendant d'être couvert par un calendrier de 2026. Autrement dit, il y a quelque chose évidemment qui nous renvoie, bien sûr, peut-être à une accumulation, mais qui nous renvoie quand même, pour elle, à la question de la permanence d'un objet, vous voyez? Et donc évidemment, qui vient dessiner quelque chose de sa problématique, de sa solitude, de ce qu'elle va avoir abandonné et de ce qu'elle imagine qu'elle pourrait représenter lorsqu'elle aura quitté ce monde. À qui va-t-elle manquer? Elle, pour laquelle l'enjeu est de ne manquer de rien. Sans doute, est-ce que ces questions, vous voyez, se dessinent d'une certaine façon et se dessinent avec tellement de clarté qu'on est très très loin du Diogène. Pour moi, le syndrome de Diogène, c'est pour le coup le pôle, au sens du pôle nord et du pôle sud, c'est-à-dire le lieu le plus déshabité d'une certaine façon de la psychothérapie. C'est l'endroit qui est le plus en impasse. Bien sûr, on peut y aller sans doute avec un anorak, enfin l'équivalent d'un anorak et je sais pas quoi, le projet de construire un igloo pour essayer de, comment dire, entrer en contact avec les autochtones. Mais en réalité, d'une certaine façon, les conditions sont tellement, tellement, tellement compliquées. Et puis, il y a tellement peu d'autochtones que probablement est-ce que cette métaphore, si vous voulez, des pôles, pourrait convenir pour dire que le Diogène est absolument extraordinairement loin de la possibilité de la psychothérapie, pour une raison, à mon avis, qui est, en tout cas pour moi, comment dire, un peu une conviction, mais au fond, enfin, peut-être qu'elle pourrait donner lieu, enfin, elle donnera peut-être lieu à un débat. Euh, Moi, la raison qui fait que il y a accumulation chez le Diogène, pour moi, c'est que justement, il y a un espoir de combler, d'une certaine façon, ce qui fait le vide entre une personne et son monde extérieur, c'est-à-dire d'annuler la possibilité de la parole. Pour qu'on se parle, il faut qu'on soit un peu séparés. Et il y a justement dans le Diogène, pour moi, quelque chose qui annule la possibilité de la séparation comme si, d'une certaine façon, il y avait quelque chose qui était euh, condamné justement à, ou qui condamne la personne qui est à vivre dans une, comment dire, dans une impossibilité du lien par la parole. Et alors, je vous dis ça parce que ça va très loin. Il n'y a pas si longtemps, enfin, si, il y a maintenant un certain temps, je suis allé voir une dame qui avait ce que moi j'ai appelé un Diogène du vide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos visites au domicile. Rien chez elle. Absolument rien. Ça te dit quelque chose, Georges? Absolument, absolument rien. Une coquille de béton, le plancher gratté, le béton aussi, et juste un, comment on appelle ça, un matelas replié, bouchonné dans un coin qu'elle doit déplier le soir, et puis elle s'y installe. Elle est, je dirais, comme dans une vie de clocharde, en fait, d'une certaine façon, chez elle. Elle est aussi dans le même dénuement qu'un clochard dans la rue. Simplement, elle est chez elle, et elle ne sort pas de chez elle, sauf la nuit. Et elle sort la nuit pour, m'a dit la gardienne, un jour où je discutais avec elle, pardon, elle sort de chez elle pour aller vider les bouteilles dans lesquelles elle fait.
ces exonérations diverses. Donc, autrement dit, voilà, elle ne conserve rien chez elle, sauf des bouteilles vides qui lui servent qui lui servent à ses évacuations. Et elle se fait livrer à manger. Elle se fait livrer, c'est-à-dire qu'elle attend que quelqu'un vienne et pose sur sa porte, sur sa table, son palier, pose quelque chose à manger. Alors, j'ai pas vu cette patiente pour une psychothérapie, je l'ai vue pour faire un certificat médical, vous savez, dans le cadre d'une mesure de protection. En réalité, cette patiente avait été signalée par ses voisins, enfin, cette personne avait été signalée par ses voisins comme étant dans un état de vulnérabilité, peut-être par sa gardienne aussi au procureur. Et dans ces situations-là, le procureur demande à ce que quelqu'un atteste de la vulnérabilité. Et en fait, il s'adresse aux gens qui font des certificats pour les mesures de protection. C'est pas tout à fait bien adapté, mais il n'y a personne d'autre qui peut évaluer la vulnérabilité. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'il y ait un jour une cellule, si j'ose dire, en parlant de la justice, qu'il y ait une cellule auprès de la justice qui soit chargée spécifiquement d'établir la vulnérabilité de quelqu'un. Ça serait intéressant parce que vous savez, c'est important la vulnérabilité. Je m'éloigne un tout petit peu de notre propos, mais juste un mot pour vous dire que c'est important la vulnérabilité. Parce qu'évidemment, quand quelqu'un est sujet à une maltraitance, si en plus il est vulnérable, ça joue beaucoup, si je puis dire, dans la manière avec laquelle on va juger la personne qui serait l'agresseur, ou est l'agresseur. Donc c'est un point très important. Je reviens à mon Diogène pour vous dire que selon moi, le Diogène est l'impasse, entre guillemets, de la psychothérapie et que peut-être, d'une certaine façon, si on considère que le Diogène est un symptôme ou même un fonctionnement, il faudrait espérer que le soin du Diogène ne relève pas de la mise en salubrité de son domicile, mais relève de ce que ce Diogène se mette à parler à quelqu'un. Peut-être. Peut-être qu'il faudrait penser quelque chose comme ça. Mais moi, je ne suis pas sûr. Vous savez, il y a quand même des gens, alors ça, c'est un point qui est très important aussi. Il y a quand même des gens qui ne se... D'abord, il y a des gens qui ne sont pas doués pour la psychothérapie. Hein, il y a des gens que ça intéresse pas. Il y a des gens qui sont très doués aussi. Ceux-là, il faut les encourager. Mais il y a des gens qui sont complètement, que ça intéresse pas du tout, du tout, du tout. Et donc, c'est pas la peine de leur dire, alors racontez-moi, dites-moi, mais alors quoi, etc., etc. Au contraire, peut-être qu'il faut aussi préserver ça parce que, comme vous le savez, ou plutôt comme on l'a pas dit encore jusque-là, euh, aller chez quelqu'un, en réalité, c'est une forme d'ascendance, d'une certaine manière. C'est-à-dire que voilà. On est là parce qu'on l'a décidé. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut être très attentif à être à une heure précise, qui va faire le contrat et qu'il faut s'asseoir dans un endroit précis. Tout ça pour diluer un peu le fait de ce que on est là parce qu'on l'a décidé et pour transformer ce on est là parce qu'on l'a décidé en un on est là pour être ensemble, pour échanger, pour mettre en récit, pour mettre encore une fois quelque chose au travail. Alors, il me semble que sur la question du domicile, j'ai essayé de vous donner quelques éléments. Hein. On a parlé donc à la fois de la psychothérapie, on a parlé du domicile. Et maintenant, peut-être est-ce qu'il nous faut parler de psychothérapie au domicile, stricto sensu, c'est-à-dire de la manière avec laquelle tout ça peut se conjuguer. Et bah là, moi, il m'a semblé que sans doute, est-ce qu'il fallait que je vous évoque comme ça brièvement? Il reste encore quelques minutes, Vincent? On est large. Bon, très On prend bien. le temps qu'il faut. Ah, très bien. Euh, j'ai pensé peut-être que on pourrait éventuellement, donc je pourrais vous donner quelques clés ou quelques éléments à partir de petites histoires cliniques pour vous parler un petit peu justement du cadre de la psychothérapie au domicile. Et bah, vous verrez, enfin vous verrez, on va voir ça tout de suite, mais que effectivement, finalement, la question de ce cadre, d'une certaine manière, est régulièrement réinterrogée. Alors, la première patiente à propos de laquelle j'ai pensé vous parler, c'est une patiente que je vois depuis pas si longtemps que ça, depuis quelques mois. Et alors, figurez-vous que les choses se sont instituées d'une manière très intéressante. Elle, son médecin généraliste me connaissait
Et donc, il lui avait dit, vous devriez aller voir le docteur Pellerin à son cabinet. Je suis installé depuis le mois d'octobre. Vous devriez aller voir le docteur Pellerin, enfin depuis 6 mois. Vous devriez aller voir le docteur, donc ça fait à peu près 4 ou 5 mois. Vous devriez aller voir le docteur Pellerin que je connais, etc., etc. Et le jour où elle avait rendez-vous avec moi, c'était, je sais pas, il y avait enfin, elle habite pas très loin, mais il y avait enfin, c'était impraticable, quoi. Il pleuvait, enfin bref, enfin bref, il y avait, enfin, c'était des intempéries maximales. Et j'ai pris mon téléphone en lui disant, écoutez, si vous voulez, je vais vous redonner un rendez-vous parce que je trouve que c'est pas une bonne idée que vous veniez là aujourd'hui dans ce climat. Et chemin faisant, je lui ai dit, mais au fond, si vous voulez, je pourrais peut-être venir chez vous. Ah, m'a-t-elle dit, ça serait possible, etc., etc. Ben, je lui ai dit oui. Et voilà comment ça s'est passé. J'ai commencé à venir chez elle. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, est-ce que je m'allonge? Elle avait un divan. C'est une ancienne prof de philo. Est-ce que je m'allonge? Ben, je lui dis non. Ça, on reviendra sur la question du divan tout à l'heure. Je lui dis non, 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 non. Bon, je trouve ma chaise, ma place, comme je vous l'ai dit. J'arrive à l'heure exacte à laquelle j'ai donné. Et effectivement, quelque chose s'installe. Quoique, régulièrement, elle me dit, tenez, venez voir ma chambre, etc. Je ne me lève jamais de ma chaise, bien entendu. Mais venez voir dans ma bibliothèque. Enfin bref, je faisais déjà allusion à ça tout à l'heure. Et elle commence à très bon escient à me raconter son histoire. Et il y a quelque chose, effectivement, qu'elle me raconte. Et bon, je passe sur un certain nombre de détails qui relèvent à la fois de sa vie privée et je dirais, de son fonctionnement psychique intérieur. Elle redécouvre, par exemple, au passage, euh, quelque chose, vous voyez, parce que qu'est-ce que c'est raconter sa vie, d'une certaine façon? C'est aussi peut-être raconter sa sexualité, raconter ses attachements, raconter son histoire. C'est pas raconter seulement les événements qu'on a traversés, bien entendu, d'une certaine façon. Et donc, elle redécouvre un certain nombre ou elle redécouvre, elle me laisse découvrir un certain nombre de choses. Et il se trouve que je suis assis, en fait, de telle façon elle est dos à la fenêtre, elle a un balcon. Moi, je suis face à la fenêtre. C'est la chaise que j'ai trouvée la première en arrivant. Et en fait, à un moment donné, elle commence à me parler du deuil de ses parents et vient se poser, ce qui n'est quand même pas banal, sur le bord de la fenêtre, un goéland, en plein Paris. Un goéland. Ce qui est quand même pas banal, non. Et je vous assure que c'est un goéland parce que je sais ce que c'est qu'un goéland. Et ce qui est quand même pas banal. Et donc, le goéland reste là absolument tout le long de son évocation. Ça dure une dizaine de minutes. Elle termine, c'est d'ailleurs à peu près la fin de la séance. Oui, ben, de la même façon qu'il y a un début, il faut qu'il y ait une fin qui soit précise. Alors ça veut dire le contraste, c'est-à-dire je vais venir vous voir tel jour, à telle heure, pour tant de temps, et puis voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà comment je pense que, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut dire, évidemment. Euh, donc c'est à peu près la fin de la séance, telle que on a convenu les choses. Et je lui dis, vous savez que pendant que vous me parliez, il y a un goéland qui est venu se poser sur votre fenêtre. Ah, me dit-elle, un goéland. Eh bien, figurez-vous. Et elle reprend une autre histoire. Figurez-vous qu'il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, peu importe, il y a tant d'années, quand je vivais avec mon mari, il y a un petit goéland qui est tombé sur notre balcon. Et je l'ai recueilli et je lui ai donné à manger. Et
il a grandi, mais malheureusement, il ne bougeait pas du balcon. Et je suis allé voir un vétérinaire qui m'a dit, vous savez, un goéland, ça ne se met à voler que s'il voit un autre oiseau voler, s'il voit sa mère ou s'il voit, etc., etc. Bien entendu, sa façon de dire. Tout ça, d'ailleurs, pourrait nous emmener dans autre chose encore, et notamment dans le stade du miroir. Mais peu importe. Donc, elle nous dit, voilà, un goéland, il a besoin. Et voilà, cette patiente que je trouvais toujours un peu, comment dire, restreinte dans ses mouvements, qui se met avec une grande élégance à me dire, alors du coup, je me suis mis à essayer de lui apprendre à voler moi-même. C'était extrêmement joli. Et évidemment, comme vous vous en doutez, rien n'y a fait. Et finit-elle par me dire, le goéland est mort. Et ça a été un deuil terrible pour moi. Vous imaginez quand même la perplexité dans laquelle j'étais. Elle venait de me parler du deuil de ses parents, d'une certaine façon, et ou de son père, enfin peu importe, l'un de ses parents, et de la difficulté qu'elle avait eue à traverser ce phénomène, et de cette séquence suivante. Alors, ceci pour vous dire, d'une certaine manière, et pour revenir, évidemment, au premier propos que j'avais, la psychothérapie, c'est avec votre psychisme, même la psychothérapie au domicile, c'est avec quelque chose de vous-même. Ceci pour vous dire, d'une certaine façon, que je pense, là c'est tombé comme une coïncidence incroyable, mais ça arrive de temps en temps, vous le savez bien. Hein, vous avez vu dans les relations qu'on a avec les patients, de temps en temps, d'un seul coup. L'autre jour, il y a un patient qui est venu me voir en me disant, un patient auquel je disais que parce que je vais déménager de mon cabinet, je vais aller dans un autre cabinet et dans un autre arrondissement. Et donc, ce patient me dit, vous allez où? Je lui dis, je vais à tel endroit. Il me dit, non, c'est pas possible. Vous n'allez pas à cet endroit-là. C'est l'immeuble dans lequel habite une personne dont il me parle depuis 6 mois, avec lequel il a une difficulté terrible dans un autre arrondissement. Ah, vous voyez, il y a comme ça des choses d'une certaine manière, mais ça, c'est le plaisir du métier qu'on fait. On n'y peut rien. Ou d'un seul coup, on retrouve. Souvent, dans les institutions, les gens disent les inconscients circulent. Bon, bah, pourquoi pas? Appelons ça comme ça. Vous le savez, vous avez vu, hein, on parle d'un patient dans une institution et puis justement, il ouvre la porte. Hein, bon. Ou alors il passe devant la fenêtre. Enfin bref, on connaît ça par cœur. Mais toujours est-il que là, je dirais que cette histoire du goéland, si vous voulez, je vous la raconte seulement pour vous dire que d'une certaine façon, probablement est-ce qu'il ne faut pas renoncer, si je puis dire, à ce qu'on peut repérer de soi-même. C'est pas la peine de passer sa vie à raconter non plus sa propre vie. Il ne s'agit pas de ça. Mais en tout cas, de repérer quelque chose. Et puis, ça peut éventuellement, ça fait alliance, ça participe au contrat, ça participe, si je puis dire, à ce que un certain nombre de gens appellent le transfert, c'est-à-dire ça participe à ce que moi je disais tout à l'heure sous le terme de rencontrer quelqu'un à qui on a quelque chose à dire, avec qui on peut parler. Donc, j'ai pensé vous raconter cette histoire. Une deuxième histoire que je voudrais vous raconter, bien plus ancienne, c'est une patiente que je vais voir. Alors elle, c'est sa fille, qui était d'ailleurs elle aussi médecin, qui, je ne sais par quel truchement, a obtenu mes coordonnées, qui me dit, ma mère perd la tête et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça lui ferait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler. Vous ne voudriez pas venir la voir régulièrement. Bon, donc je vais la voir régulièrement, toujours pareil, je me souviens très bien du lieu, 18h30, enfin bref. Toujours pareil, l'heure exacte, quoi qu'elle soit déficitaire. Je vous raconterai quelque chose justement à ce sujet-là juste après. Et on commence à travailler de la même façon. Et je sens bien qu'elle comprend pas forcément ce que je fais là. Et je lui explique, je lui réexplique, etc. Et puis, malgré tout, je viens toujours à la même heure, je m'assois toujours au même endroit et je la laisse comme ça causer. Et un beau jour,
elle me sort un truc. C'est des petites figurines, vous savez, des Playmobil. Elle me sort des figurines de Playmobil. Peut-être même qu'elle les avait préparées à mon intention, j'en sais rien moi. Et alors, on pourrait se dire, oh là là, elle retombe en enfance, qu'est-ce qu'elle fabrique? Il lui faut un petit jeu pour jouer, etc., etc. Mais pas du tout. Elle met les figurines sur la table. Vraiment, on était au bord d'une table ronde, comme ça, sur la table, et elle les installe pour faire un petit dîner. Il y avait deux ou trois figurines comme ça. Il y avait un truc avec une table. Et puis, il y avait peut-être même quelque chose qui représentait quelque chose qu'on pouvait manger ou un truc comme ça. Vous voyez, avec son petit Playmobil, elle fabrique une petite représentation, une petite scène de quelque chose. Et au fond, dans l'attention que j'ai pour cette scène-là, et surtout dans l'intention que j'ai de reconnaître qu'elle raconte quelque chose et qu'elle n'est pas seulement dans un usage, on pourrait presque dire infantile ou régressif ou inopiné ou tout ce que vous voudrez, inadéquat de, de ces petites figurines, eh ben, évidemment, si on fait de cet usage une intention particulière, probablement qu'il y a quelque chose qui, là aussi, d'une certaine façon, peut se raconter. Et peu importe, d'ailleurs, je dirais, ce que l'on en entend. Sans doute, est-ce que ce qui est important, c'est la conviction que quelqu'un est en train de raconter quelque chose, que quelque chose est en train de prendre, si je puis dire, y compris pour lui. C'est-à-dire, encore une fois, de reconstituer quelque chose de son identité, ou de structurer, ou d'aider, ou de soutenir quelque chose de son identité. Donc ce point, à mon avis, vient définir bien plus que votre pertinence ou votre attention, ou ce que vous voudriez décoder, ou ce que vous avez compris qu'il disait, bien plus son intention de vous dire quelque chose. C'est ça qu'il faut repérer en tout et pour tout. Enfin, en tout et pour tout. Son intention. Certainement pas en tout et pour tout, mais en tout cas son intention. Une autre patiente, c'est une dame, décidément, j'ai pas fait exprès, mais elle aussi, elle est en lien avec un médecin. Bon, c'est comme ça. Peut-être que, bon, voilà, je sais pas. Je m'en rends bien compte du biais de recrutement, hein, d'une certaine façon. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Euh, c'est une dame qui est une psychanalyste, une ancienne psychanalyste. Et son mari est psychiatre. Et lui, je sais pas, il a eu l'idée, il s'est dit, ça serait pas mal que vous veniez voir ma femme, etc., etc. Donc, il m'attend chez eux et il m'emmène, enfin, ils habitent un grand appartement et il m'emmène en réalité dans la partie de sa femme. Et en fait, je comprends qu'ils ont deux appartements qui sont rassemblés et que chacun avait alors, et sans doute, ils ont une grande salle commune, enfin bref, un séjour, etc., une cuisine au milieu où ils vivent ensemble. Mais que de chaque côté, oui, oui, on est dans l'espace et dans les moyens, mais de chaque côté, il y a ce qui pourrait faire fonction d'espace de soins, enfin, avec au moins un bureau et peut-être même une salle d'attente ou alors un petit vestibule, ce qui permet une circulation de patients des deux côtés, quoi, vous voyez, comme ça, quoi. Donc, je me retrouve dans le bureau de cette patiente, en fait, dans le bureau d'analyse de cette patiente. Et elle me dit, je m'allonge. Elle aussi, elle me dit, est-ce que je m'allonge? Je disais tout à l'heure que j'allais y revenir, je pense à ça. Est-ce que je m'allonge? Vous voyez, enfin, elle a toujours été dans son fauteuil d'analyste. Et elle m'invite, en fait, en me disant je m'allonge, elle m'invite à ce que ce soit moi qui prenne le fauteuil d'analyste. Vous voyez la confusion dans laquelle, d'une certaine façon, on peut très rapidement être installé. Alors là, bon, c'est caricatural et puis c'est une affaire de psy. Mais on peut très facilement, enfin, on pourrait trouver des exemples, même dans des situations beaucoup plus banales, où le patient, y compris à son insu d'ailleurs, instaure d'une certaine façon un cadre un peu confus. Bon, donc je m'assois évidemment ni dans son fauteuil, ni moi je m'allonge, bien sûr, et je m'assois bon, bref, dans un autre fauteuil, et elle retrouve évidemment son fauteuil d'analyste, pourquoi pas. On discute, bref, on se raconte un certain nombre de choses. Et un beau jour, elle me dit, euh, mon mari sera pas là le jour de mon anniversaire.
vous souvenez de l'architecture géographique. Mon mari sera pas là le soir de mon anniversaire. Et en fait, j'entends dans Mon mari sera pas là le soir de mon anniversaire quelque chose qui dit mon mari pense que j'ai perdu la tête et que c'est pas indispensable qu'il soit là le jour de mon anniversaire, puisque je m'en souviens plus, soi-disant, du jour de mon anniversaire. Et à partir de cet énoncé, c'est-à-dire à partir de, au fond, qu'est-ce qui compte encore pour moi, ou enfin, en l'occurrence pour elle, eh bien, elle vient me raconter, d'une certaine manière, enfin, elle vient me raconter le travail qu'elle est en train de faire, de sauvetage, on pourrait presque dire, de son histoire, c'est-à-dire l'écriture de euh, quelque chose, de ses souvenirs, de quelque chose de ce qui a structuré sa famille, ou enfin peu importe, quelque chose comme ça. Elle me raconte ça, et à partir de là, je suis un peu d'une certaine façon comme ça, peut-être comme un outil qui va lui permettre, euh, ayant énoncé quelque chose de éventuellement l'écrire, ou alors peut-être au contraire ayant écrit quelque chose de l'énoncer. Enfin bref, il y a quelque chose qui se renvoie un peu comme ça au fur et à mesure. Et donc le travail se poursuit. Et un beau jour, elle descend dans la rue, elle fait ses courses et elle se fait voler sa sacoche dans laquelle elle a tous ses carnets où elle écrit. Sauf celui sur lequel elle était en train d'écrire, qui est encore chez elle. Mais elle avait tous ses carnets et en fait, elle mettait ses carnets dans sa sacoche. Et quand elle allait se promener, elle avait sa sacoche sur elle, etc., etc. Et cetera. Et la semaine d'après, ou très rapidement dans les suites, elle fait une chute, elle tombe, elle est hospitalisée et elle décède. Et alors, vous voyez, bon, voilà, je me suis demandé d'une certaine manière, effectivement, ce que on pouvait éventuellement comment dire, penser de la fonction du récit pour elle, de l'importance, si je puis dire, non seulement du récit, mais de faire trace. Et dans la question de faire trace, la question de son inscription, si je puis dire, puisque la question de son anniversaire, évidemment, réfère à son identité. Hein. Sur une carte d'identité, il y a le nom, le prénom et la date de naissance, c'est-à-dire aussi la date de l'anniversaire. Donc en fait, on peut peut-être penser qu'il y a quelque chose dont elle a été malheureusement victime, ou peut-être est-ce que c'est simplement une coïncidence, là aussi, peut-être qu'il y a quelque chose effectivement qui lui a aussi permis de trouver son chemin. Hein, pourquoi pas? Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps dans une équipe de soins, avec une équipe, pardon, de soins palliatifs. Et ce que j'ai entendu dans le travail que je faisais, alors on ne faisait pas de psychothérapie, évidemment, quoique on allait voir des patients, mais il restait quelques jours à vivre. Et puis, comment ça s'appelle quand on parle avec un patient à qui il reste quelques jours à vivre? Comment ça s'appelle? Bon, j'en sais rien et qui vous raconte justement une histoire ou qui vous raconte quelque chose. Bref, euh, la conviction que j'ai eue avec ce travail auprès des patients qui en soins palliatifs, c'est que en fait, il me semble que chacun, à un moment donné, chacun trouve son chemin. En tout cas en soins palliatifs. À un moment donné, chacun trouve son chemin, une manière de s'absenter. Bon, à laquelle d'ailleurs souvent les gens donnent du sens par la suite. Avant de terminer en vous racontant une dernière histoire, et puisque je suis aux soins palliatifs, je voudrais vous dire quelque chose qui éclairera peut-être aussi, d'une certaine façon, tout le propos que je vous ai tenu jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, il m'est arrivé de voir évidemment des patients dans les équipes de soins, enfin dans l'unité de soins palliatifs, de voir des patients qui arrivaient adressés donc par souvent des services d'oncologie qui disent on ne peut plus rien pour vous, on va vous envoyer un soin palliatif, etc. Et en fait, ils arrivent et 4 heures après, ils sont décédés. Ils viennent quasiment littéralement mourir en soins palliatifs, mais en réalité, bon, enfin bref, c'est un parcours. Donc ces patients ne sont pas connus, en général, ils n'ont même pas fait l'objet d'un entretien, vous savez, avec le médecin des soins palliatifs. Enfin bref, ils s'arrivent, ils sont dans un lit, puis quelques heures après. Ça arrive, hein, vraiment,
C'est pas archi fréquent, mais ça arrive aussi en soins palliatifs. Et puis ça arrive à l'hôpital, hein. Souvent, des gens qui arrivent à l'hôpital et puis qui décèdent quasiment au moment de leur arrivée à l'hôpital. Et moi, ce que j'ai réalisé à l'époque, quand je voyais comme ça des patients comme ça, c'était le besoin qu'avait la famille de dire quelque chose à ce sujet-là, de raconter quelque chose de ces patients. Et en fait, et donc je vous dis ça avant de terminer parce que je pense que c'est important. On n'a pas du tout parlé de la famille, peut-être ça viendra dans les questions. Quand la famille est là pour une psychothérapie au domicile, on y viendra peut-être pendant les questions. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les lieux, dans les USP, dans les unités de soins palliatifs, avec ces patients comme ça qui décèdent en arrivant, ce que l'on a à faire avec la famille, effectivement, c'est de raconter quelque chose, ou plutôt de les laisser raconter quelque chose, de raconter une histoire. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que c'est ce que j'appelais border le gouffre, border le trou qui a aspiré quelqu'un. Ce récit, cette mise en langage, ce petit discours, cette petite évocation, d'une certaine façon, c'est la toute fin d'humanité, si je puis dire, le dernier bout d'humanité qui reste avant que ce patient, d'une certaine façon, soit englouti, vous voyez, dans l'hôpital, si je puis dire. Autrement dit, c'est extrêmement important pour la famille d'avoir une représentation de ce que le patient a été représenté, et non pas qu'il a été simplement englouti. Et donc, je dirais peut-être que de temps en temps, avec des familles au domicile, c'est très important de penser que ce qui est important pour ces familles qui vous demandent d'aller voir quelqu'un, c'est que leurs parents soient représentés et soient représentés dans votre esprit et qu'ils ne soient pas seulement soignés ou pris en charge ou qui se calment d'un symptôme, mais qu'ils soient représentés. Je ne sais pas si on m'entend parce qu'il y a un bruit terrible. Alors, je parle plus fort ou on m'entend pas? Je rapproche le micro comme ça, tu crois? Ouais. Voilà. Bon, je ne sais pas si on m'entend. De toute façon, j'ai à peu près terminé. Et même si vous voulez, je peux terminer là. Je peux terminer là. La dernière histoire. Bon, non, alors la dernière histoire, en fait, j'avais prévu de vous la raconter parce que c'est une histoire qui se passe en institution. Je vous ai dit que je considérais que la psychothérapie au domicile, c'était aussi une psychothérapie en institution, puisqu'il y a des gens pour lesquels l'institution, d'une certaine façon, est le lieu d'hébergement. Et là, il s'agit d'une patiente qui est avec un sac à dos. En fait, ça se passe dans le service où je travaillais, dans le service de psychiatrie où je travaillais. Et cette patiente, alors j'avais l'habitude de déjeuner de prendre le petit déjeuner avec les patients. J'avais lu il y a très longtemps dans le livre de Michel Foucault sur l'histoire de la folie qu'il faut que en psychiatrie, il faut que les patients voient le psychiatre tous les jours. Et j'ai toujours pensé que c'était très important, effectivement, qu'ils voient le psychiatre tous les jours. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je passais évidemment tous les jours dans le service, mais surtout que j'allais 3 fois par semaine, qu'il pleuve ou qu'il vente, prendre le petit déjeuner tous les jours, tous les lundis, mercredis, vendredis, j'allais prendre le petit déjeuner dans le service avec les patients. Alors, je restais 1 heure le matin en arrivant, et puis, bon, voilà. Et alors, un jour, pendant ce temps-là, il y a une patiente qui passe avec son sac à dos. Alors, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Vous venez vous asseoir avec nous? Qu'est-ce que c'est? Enfin bref. Et elle en vient à me dire, ah ben, j'ai mon sac à dos, mais c'est un peu comme ma laisse. Je lui dis, votre laisse. Elle me dit, oui, quand j'étais petite, ma mère me promenait en laisse. Ça existait pour les enfants, je vous assure, dans le temps. Ça se passait en province, mais en bref, ça existait. C'est il y a longtemps, hein, c'était dans les années. Bon. Et alors, elle me raconte qu'en fait, quand elle se promenait avec sa mère, une vitrine qui l'intéressait. Elle s'arrêtait, elle regardait la vitrine comme ça, et la mère continuait à marcher. Alors, au bout d'un moment, la mère l'a mis en laisse, si j'ose dire, pour être sûre que quand elle s'arrête, elle la suive. Et elle fait l'association. Elle avait ses sangles, son sac à dos comme ça, et en fait, pour elle, c'était la laisse, vous savez, qui la tient comme ça.
Alors, je finis par me dire, elle a sa mère sur son dos, quoi, finalement. Elle a sa mère avec elle. C'est pas son sac à dos qu'elle a, c'est sa mère qu'elle a pas loin. Et donc, habité par ce truc qu'elle a sa mère, bon, sans doute est-ce que ça me configure un peu différemment. Et me voilà assis une autre fois, avec, pour le coup, elle vient s'asseoir. Elle-même, elle avait dû se dire, tiens, celui-là, j'ai peut-être quelque chose à lui dire. Et me voilà assis une autre fois avec deux autres patientes, on était quatre, et il y a une place libre, et elle vient s'asseoir. Et à ce moment-là, il y a une des patientes qui sert le café, qui en renverse partout, et qui dit, j'ai fait une grosse bêtise. Et je dis, ah, bah ça, une grosse bêtise, vous voyez. Hein. Moi, je la prenais pour quelqu'un qui avait sa mère. Je dis, ah bah ça, on en a tous fait des grosses bêtises. Si on se racontait une grosse bêtise qu'on a fait. Et elle prend la parole et elle raconte une grosse bêtise qu'elle avait faite. En l'occurrence, elle avait brûlé une jupe de sa mère parce que un jour où sa mère était pas là, elle avait décidé de faire son repassage. Et en fait, au moment où elle faisait son repassage, sa petite sœur était venue là-bas, elle lui avait dit, regarde, j'arrive à faire les galipettes arrière. Et donc, elles étaient allées toutes les deux sur le lit de la mère faire des galipettes arrière et elles avaient oublié leur passage. Or, le fer à repasser, il venait des États-Unis, amené par un homme qui d'un seul coup arrivait dans la famille. Il avait fait un cadeau, à l'époque il n'y avait pas encore de fer à repasser, il avait fait un cadeau à cette femme et lui avait offert un fer à repasser en disant je reviens des États-Unis, etc. Et il arrivait dans la famille et les petites faisaient les galipettes, etc., etc. De tout cela, on a pu se raconter comme ça l'histoire. Et figurez-vous que cette patiente qui ne voulait pas quitter son domicile, qui était en fait hospitalisée, mais qui disait moi je rentre chez moi, qui ne voulait pas quitter son domicile, à partir de cette évocation-là, s'est trouvée dans... Oui, elle voulait pas quitter son domicile parce que quitter son domicile, ça voulait dire aller en EHPAD, près de chez sa sœur, là, celle avec laquelle elle faisait la galipette. Et près de chez sa sœur, c'était à 50 kilomètres, c'était à Senlis. Donc c'était à 50 kilomètres de Paris. Et elle ne voulait pas quitter Paris. Et à partir de cette évocation-là, elle dit finalement, je vais pouvoir quitter Paris. Autrement dit, il y a quelque chose, vous voyez, qui se raconte tout à fait à mon insu, bien entendu, mais qui permet peut-être de restituer à la fois le cadre de sa relation avec sa sœur, sa propre responsabilité et leur histoire peut-être, et la manière avec laquelle l'une a pu s'appuyer, peut-être sur la relation avec cet homme, tandis que l'autre n'a pas pu s'appuyer. Enfin bref, puisque l'appartement dans lequel elle habitait était un appartement que sa mère avait occupé avec cet homme. Enfin bref, voilà. Toutes ces histoires, d'une certaine façon, peuvent peut-être se dénouer comme ça. Je vous raconte ça évidemment extraordinairement rapidement, mais pour vous dire en fait, parce que c'est surtout ça que je voulais évoquer ce matin, c'est pas le ressort ou le discours ou le propos ou l'interprétation ou l'explication de certaines choses, c'est plutôt le souci du cadre, c'est-à-dire le souci de ce que vous instituez et de ce que vous mettez à disposition de votre psychisme pour être au travail avec quelqu'un qui, in fine, aura décidé de vous parler dans un lieu qui est absolument spécifique, qui est son lieu et dont parfois il faut d'une certaine façon faire un peu abstraction pour que ce lieu devienne un lieu un peu transitionnel qui appartienne à vous et à ce patient. Voilà, je conclus là, à cet instant. Je remercie ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup.